et Bornéo, un royaume africain. Les contes de Rose Quadio de Mathéis. Illustration Michel de Mathéis. Préface Agnero de Debrimou. Lecture Baba Studio Mix. Musique Son à Tonglan. Musique Chant de cigale, bruit forêt. Livre audio tout droit réservé ISBN 978-2-95-93-735-1-0. Il n'y a pas si longtemps, sur les terres imaginaires de Hadrid, existait un royaume légendaire, le royaume des Angloba-Djeti. Ce royaume, situé dans la mystérieuse contrée des Bornéo, avait un monarque redoutable. Il n'y a personne à Hadrid qui n'a pas entendu parler plusieurs fois du roi Angloba Kona Djeti Ier, qui, ayant dominé son maître intérieur, était devenu un être fort et puissant au point de voyager entre les mondes. Voici son histoire et celle de son peuple. Dans le royaume des Angloba Kona, mythe et réalité s'entrelaçaient. Autrefois, au son des battements puissants de la Tonglan, le tam-tam parleur aux notes graves et perçantes, dont la parole majeure se déclinait ainsi. Toute parole est parole. Ce tambour, tant vénéré, traversa les siècles. Il était bien plus qu'un simple instrument de musique. Il représentait le pont sacré entre le monde des vivants et celui des esprits, entre la terre et la lune. La Tonglan avait été léguée par le grand roi Angloba Kona Djeti, qui, selon les récits anciens, l'avait utilisé pour voyager entre les mondes, enseignant aux habitants de la lune le langage mystique des tambours et créant une alliance sacrée entre les deux mondes auxquels il avait accès. Ce tam-tam au pouvoir spirituel ne se contentait pas de transmettre seulement des messages. Il racontait aussi des histoires, invoquait les ancêtres, maintenait ainsi l'équilibre entre les forces terrestres et cosmiques de son royaume. Et le pays d'Hatrid, connu pour sa légendaire hospitalité, accueillit à bras ouverts des colons venus d'Occident sous le règne du puissant roi Solilux. Le passage de ses recherches d'ivoire provoqua un profond changement à Suidé, l'ancien quartier du premier roi, et déposséda Bornéo de certains us et coutumes jugés barbares ou non adaptés à la vie moderne. Les habitants autrefois dévoués à leurs racines commencèrent à s'éloigner des traditions sacrées, séduits par ces croyances étrangères qui promettaient des horizons différents. Les rituels ancestraux furent délaissés. Les dieux et les esprits des forêts furent oubliés. Le respect de la terre, des arbres et des pierres sacrées s'étiola progressivement. Cette chute spirituelle ne pouvait passer inaperçue. Le défunt avertit la reine Bona Jaha Djeti II que depuis le monde des défunts, son prédécesseur le roi Angloba Kona Djeti observait avec tristesse la déchéance du peuple et burnéophyte. Pour leur faire prendre conscience de la valeur de l'héritage culturel qu'il leur avait légué, il décida de faire disparaître le tam-tam protecteur qui en était un grand symbole pour manifester sa colère contre le royaume. Les conséquences de cet acte plongèrent Bornéo dans un malheur sans précédent. La jeune reine Djebou Bonan Djeti, qui s'était amourachée d'un marchand arabe, mourut suite à l'annonce du décès de l'amant. Ce malheur fut perçu comme un signe de colère divine. Le royaume se trouva dépossédé de sa reine et de sa connexion mystique avec les cieux. Et Bornéo et ses habitants étaient en proie à leur peur et à la servitude de toutes parts. Les rires étaient devenus ternes devant les mains étrangères qui s'abattaient, lourdes, sur la population désorientée. Face à cette crise qui n'était jamais arrivée au village des Bornéo, le jeune roi Angloba Kona Djeti III et sa reine Sui Djekan, 2 lunes seulement après leur intronisation, se hâtèrent de faire appel à Djedi Gardelus, le devin et gardien de la mémoire du royaume. Sage parmi les sages, Djeli Gardelus possédait non seulement le savoir des anciens, mais avait aussi un accès direct avec les esprits protecteurs des Bornéo. Conscient que la disparition de la Tonglan n'était pas seulement la perte d'un simple tam-tam précieux, mais aussi la rupture d'un pacte sacré, il décida d'agir pour restaurer l'harmonie perdue. Pour y arriver,
Djeli Gardelus entreprit une quête audacieuse. Il choisit 3 jeunes frères, Yahya, Clofier et Maquet, âgés seulement de 21, 19 et 17 ans. Chacun représentait une vertu essentielle du royaume, la dévotion, la sagesse et le courage. Ces frères, bien que jeunes, portaient en eux l'espoir de tout un peuple. Le vieux devin les conduisit au bord du fleuve enchanteur Zouéba, où ils reçurent leur baptême des 4 éléments, feu, eau, terre et air, suivi d'une purification par le rituel Ntalo Assier, un rituel ancien aux esprits de la terre éburnéenne. Le devin les conduisit plus tard dans la forêt sacrée, un lieu où seuls les initiés pouvaient pénétrer. Il était dit que les esprits y dansaient encore sous les ombres des arbres anciens. Pendant une lune entière, il les initia au langage tambouriné, à la danse sur les échassiers, un art à travers lequel ils pouvaient se rapprocher des génies. Ils apprirent également à écouter les battements de la terre, à comprendre le murmurement des feuilles et le chant des rivières. Ce fut une immersion profonde dans l'âme des Burnéo, une initiation qui prépara à affronter leur sort futur. Quand le moment fut venu, Djeli Gardelus leur révéla enfin le but de leur quête, qui avait une signification hautement symbolique et libératrice pour le peuple s'ils menaient à bien leur mission. Ils devaient retrouver la Tongban non seulement pour rassurer le jeune roi, mais aussi pour rétablir l'équilibre cosmique du royaume. Instruits des enseignements anciens et guidés par le rythme naturel des éléments de la forêt et des Buhosu, génies des forêts, les frères étaient attentifs aux moindres détails. Plus qu'une aventure, cette mission devrait les mener à découvrir des profondeurs du monde inconnu. Leur voyage initiatique fut marqué par des événements surprenants. En pleine forêt sacrée, ils aperçurent une ombre étoilée. Comment une ombre pouvait-elle être lumineuse? S'interrogèrent les frères Yahyi, Clofier et Manché. Ils eurent une connaissance progressive sur la nature de ce phénomène lorsque vint la pleine lune. C'était l'homme d'Assemblant-Gangan, le génie filiforme, espiègle et à la fois d'une sagesse insondable qui prenait plaisir à jouer à cache-cache avec les 3 frères qui, loin de toute distraction, prenaient à cœur leur mission. Le génie Assemblant-Gangan, qui veillait sur les secrets du royaume depuis la nuit des temps, finit par se présenter aux garçons sous une forme humanoïde. L'ayant identifié mystiquement et conscient du rituel qu'ils devaient accomplir en sa présence, ils sortirent des poches de leur large mogoba, espèce de pantalon bouffant, des allumettes et des petits masques du village des Burnéo, le masque Goli et ses 7 enfants. Il approuva les présents, puis lisant dans leurs pensées, leur révéla la vérité sur la disparition du tam-tam et les conséquences directes liées à l'abandon de leur progrès spirituel et au détriment des nouvelles dévotions. Il confirma la prédiction du devin Djeli Gardelus. Alors, au regard de leur détermination et leur pureté de cœur, le géant génie décida de les aider à trouver la Tongban à une condition. Ils devraient prouver que leur peuple des Burnéo sera prêt à renouer avec ses coutumes, à honorer ses ancêtres et à considérer les esprits des lieux. Ils réussirent à convaincre le géant génie que leur présence dans la forêt était la preuve que le tout Burnéo était prêt au changement. Le géant génie s'enthousiasma et guida les 3 frères. Conduits par cet invité inattendu, les frères retrouvèrent après plusieurs épreuves le tam-tam à Tongban. Alors, à travers des rituels anciens, des chants oubliés et des danses sacrées, ils purent invoquer l'esprit du roi Angloba Kona Djeti Ier. L'esprit du défunt roi Angloba Kona Djeti Ier, convaincu de la sincérité des 3 jeunes hommes, accepta de leur confier les secrets du tam-tam sacré du peuple éburnéophyte. Il leur fit comprendre qu'au moindre écart, il fera abattre sa colère sur sa propre lignée. Les 3 courageux garçons conclurent un pacte avec l'esprit englobant Kona Djeti Ier et furent établis comme gardiens à la Tongban tam-tam sacré. Leur retour et celui du tam-tam parleur marqua une nouvelle ère pour Eburnéo. Le village retrouva sa prospérité, sa servitude disparut et les esprits bienveillants se réconcilièrent avec les hommes. Yahya, Clofier et Maquet, désormais reconnus comme les héros des Burnéo, continuèrent de veiller sur le tam-tam,
transmettant aux nouvelles générations l'importance des rites, la valeur des racines spirituelles et la nécessité de maintenir l'équilibre entre la terre et les cieux. Ainsi, l'histoire des trois frères et du tam-tam sacré devint une légende gravée dans la mémoire collective des Burnéos. Une grande sculpture représentant ces trois héros est toujours à l'entrée des Burnéos. Et chaque nuit, lorsque la lune éclaire les montagnes et que le vent s'élève de nouveau, le battement du tam-tam à Tonglan résonne, rappelant à tous l'exploit des trois frères et l'aide apportée par le géant génie à Sangblanganga. Des années après que Yahya, Mantier et Klofi eurent ramené la paix et la prospérité à Eburneo, en retrouvant le tam-tam sacré à Tonglan, alors que les soleils des indépendances brillaient, le village se retrouva de nouveau confronté à un nouveau problème. L'étrange disparition Félix Forman, prince héritier d'Eburneo. Il disparut mystérieusement un soir dans un halo de lumière éblouissant qui sembla aspirer son être même. Cette disparition soudaine effectuée devant ses amis provoqua une onde de choc à travers le tout Eburneo. Le peuple, autrefois rassuré par le retour de Atonglan, sentit à nouveau l'ombre du déséquilibre planer sur le village. La disparition de Félix Forman n'était pas un simple événement. C'était un présage, un signe que les forces anciennes et les esprits protecteurs des Burnéos étaient à nouveau troublés. Dans un geste de désespoir mêlé de respect envers les traditions, les anciens décidèrent de faire résonner le grand tam-tam parleur à Tonglan, espérant ainsi invoquer la sagesse des ancêtres et le concours des villages alentours pour obtenir des réponses. Lorsque les premiers battements retentirent, le tout Eburneo se mit à branler avec tous ses voisins. Tous se rassemblèrent autour du grand tam-tam parleur et autres tambours, leur cœur battant au rythme des vibrations profondes qui semblaient émaner non seulement des instruments, mais aussi du cœur même de la terre. Soudain, au cru de ces sonorités puissantes, le devin révéla un chemin oublié qui menait au plus profond de la forêt sacrée. Une battue fut organisée pour retrouver le jeune prince. Les meilleurs guerriers et sorciers, ceux qui savent, du village se joignèrent à la recherche, guidés par les échos des tambours sacrés. Ils pénétrèrent la forêt avec beaucoup d'espoir. Les arbres murmuraient des secrets oubliés et les ombres dansaient au rythme des tambours. Ce fut au cœur de cette forêt insondable de la contrée voisine de Bidjampleu que la battue fut une découverte étonnante. À Sangblanganga, le géant génie qui avait autrefois aidé les trois frères dans leur quête était revenu. Il leur révéla qu'il avait fui Eburneo à cause de la modernisation galopante qui avait peu à peu transformé Eburneo en un village moderne, plaisant pour la population mais invivable pour les esprits. Les lumières artificielles, les bruits assourdissants des moteurs à explosion, l'odeur insupportable du carburant, la fumée toxique des usines de pagne, la négligence des rites anciens sont des choses que le génie ne supportait plus. La modernisation avait apporté des bienfaits matériels, mais elle avait aussi érodé les traditions, éloigné les habitants de leurs racines spirituelles et affaibli le lien sacré entre les hommes et les esprits de la terre. Sangblanganga était désolé pour cette perte de repères. S'était réfugié dans les recoins les plus profonds de la forêt avec d'autres génies des lieux, espérant que l'oubli des hommes les préserverait du chagrin de voir disparaître les coutumes ancestrales. Mais l'appel des Eburnéophytes devant la disparition du jeune prince l'avait ramené. La disparition de Félix Forman n'était pas une simple coïncidence. Elle était liée à cette fracture grandissante entre l'ancien et le nouveau, entre le monde spirituel et le monde matériel. Sangblanganga expliqua que Félix Forman avait été enlevé par les esprits de la lune pour prévenir les habitants des Burnéos des changements qu'il encourageait à la suite de l'abandon des anciens rites et des traditions. Le seul moyen de ramener le prince disparu et de restaurer à nouveau l'harmonie à Eburneo était de rétablir le pont entre ces deux mondes, de renouer avec les pratiques anciennes et de respecter les esprits oubliés. Sous la guidance du géant génie, les habitants d'Eburneo entreprirent une série de rituels ancestraux, de cérémonies dédiées aux esprits de la terre et aux ancêtres. Le tam-tam parleur à Tonglan résonna jour et nuit, ces battements unifiant le royaume dans une même quête de rédemption et de renouveau. Finalement, après plusieurs jours d'intenses prières et de rituels, Félix Forman réapparut, transporté par le géant génie à Sangblanganga. Il portait en lui une sagesse nouvelle, un message des esprits. Eburneo devait trouver un équilibre entre modernité et tradition,
entre l'avenir et le passé. Ce n'était pas une condamnation de l'évolution, mais un rappel que la modernisation ne devait pas se faire au détriment de l'âme du royaume. Assam-Blangangan, satisfait de revoir le peuple renouer avec ses racines, accepta de rester à Eburneo, veillant de loin sur les habitants et réalisant leurs vœux. Ainsi, Eburneo poursuivit son chemin. Enrichi par toutes ces leçons et conscient du passé, il ne faut garder que l'aspect constructif et utiliser ces leçons de vie comme un moyen pour le progrès vers un avenir réussi. Eburneo devra désormais marcher comme un funambule et sa population ne doit pas tomber dans les extrêmes. Le vieux devint Yéli Gardelus, au son de la Tonglan, exhorta le peuple à garder en mémoire ceci. Les esprits du lieu vivifient. Soyons tous prudents face aux nouveaux colporteurs de messages divins venus de tout horizon. Ils ont perdu les clés qui donnaient accès à la connaissance véritable du monde spirituel il y a des illustres. Yahya frappa rigoureusement sur la face du tam-tam parleur qui émit les notes puissantes du Kansambiankam B, dont l'explication donne ceci. Toute parole est parole. Les Eburnéophytes ont désormais le choix de leur destin entre les mains. Que décidera leur libre arbitre? Agiront-ils pour le bien absolu de leur cité mystérieuse? Toute parole serait-elle parole à écouter et à suivre? Yahya, Clofier et Maquet, quant à eux, ils ont promis de continuer à faire entendre le son mystérieux du grand Atunglan à Eburneo et à ses alentours. Fin. À suivre prochainement dans Assam-Blangangan, le géant génie d'Eburneo.